sujet, alors on va reparler de quelques retours d'expérience, de projets sur un peu l'axe ROI. On va regarder un peu finalement les points clés sur ce que coûte un réseau mobile privé, voir les bénéfices, comment générer des bénéfices. On va parler notamment de mutualisation de ces réseaux. Et puis, bien sûr, on va aborder le point autour du financement. Je vais passer la parole à mes trois chers confrères qui vont se présenter les uns après les autres. Julien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation et l'organisation de cet événement. Je suis donc Julien Fabre, je suis la Banque des Territoires. Moi, je suis basé à Marseille, dans la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je m'occupe des projets d'investissement dans le domaine d'une part du numérique et d'autre. Mon tour. Donc Christian René, on s'est déjà vu. Là, je viens avec mon étiquette de WINA, président de l'association européenne des réseaux 5G. Donc c'est une association que j'ai créée en 2021 pour promouvoir les fréquences 5G privées au niveau Europe, pour avoir un meilleur écosystème au final. Hein. Donc c'est vraiment ça le but. Et c'est là que j'ai vu d'ailleurs les réseaux, le marché, comment ça fonctionne. Et je suis aussi là au titre d'un ex-Air France, donc à l'origine de ce fameux Proof of Concept en 2017, qui s'est orienté sur un déploiement de l'aéroport de Roissy et d'Orly avec One en tant qu'Air France à l'époque, avant que je quitte Air France en 2021. Voilà. Merci Christian. Xavier Delon, moi je suis chez TDF. J'ai en charge le business développement des activités réseau de TDF et on va dire que 90% de mon temps je le passe sur les réseaux mobiles privés. C'est une activité qui est en forte croissance et donc j'ai de nombreux exemples à vous partager aujourd'hui et j'espère que voilà, ça pourra enrichir l'échange qu'on a ensemble. Justement, Xavier, tu peux garder le micro. Ma première question, elle est pour toi. En tant qu'intégrateur, en tant que TDF, acteur de type intégrateur, est-ce que tu as un retour d'expérience où, effectivement, vous avez pu commencer à mesurer un ROI ? Voilà. Alors, la notion de ROI, elle est intéressante, hein, elle intervient évidemment quasiment à chaque fois, mais c'est plus graduel dans la vraie vie, hein, dans les échanges qu'on a avec les clients, c'est plus graduel. On a un premier cas qui est un cas où on va regarder si pour répondre à un client, cette solution de réseau mobile privé, elle est pertinente et acceptable en termes de prix. Je vais prendre un exemple, c'est sur le port du Havre, on avait un client qui pilotait ses cavaliers avec du Wi-Fi Mesh. Ça n'a jamais fonctionné comme il le souhaitait, la solution était en fin de vie, elle était plus supportée, et finalement il avait assez peu d'alternatives au réseau mobile privé pour pouvoir le faire. Donc il s'est intéressé à cette solution-là. Il n'a pas comparé à autre chose finalement, il n'a pas trop regardé l'aspect ROI parce que c'était un besoin primaire, il fallait que ça fonctionne. Ce qu'il a regardé c'était est-ce que techniquement elle répondait à ses attentes, et puis est-ce que financièrement elle était acceptable. Ça a été le cas puisqu'il a déployé, le déploiement vient d'être terminé, mais ça c'est le premier cas qu'on peut voir. Le deuxième, c'est j'ai un besoin, je peux y répondre par les réseaux mobiles privés, mais j'ai des solutions alternatives. Est-ce que les réseaux mobiles privés sont compétitifs par rapport à d'autres solutions ? Donc on a souvent un peu de compétition vis-à-vis du Wi-Fi, mais pas que. Je vais vous donner un exemple, c'est un aéroport qui devait couvrir le tarmac. Et donc première solution, c'était génie civil. Et donc on va aller poser des caméras tout autour du tarmac et sur le tarmac, génie civil pour tirer de la fibre. Donc on creuse des trous. On essaie de le faire la nuit parce que sinon on interrompt le trafic. Ou quand on interrompt le trafic, on a des pertes d'exploitation. Tout ça est compliqué, long, cher. Et finalement, placement de DECT, de système d'alerting. Donc relativement basique. Il l'a fait sur cette première centrale, on a travaillé avec lui. Une fois que ça a fonctionné, il s'est intéressé au ROI. Pour pousser le dossier en interne et pouvoir faire les autres centrales, il fallait quand même pouvoir le défendre. Donc il a mis en œuvre un certain nombre de cas d'usage qui lui ont permis de démontrer un ROI et d'enclencher le dossier sur une douzaine de centrales complémentaires par la suite. Un cas d'usage très simple, les techniciens qui avaient des DECT se promenaient sur le site, ouvraient les armoires électriques ou les automates, regardaient les schémas de câblage, prenaient une photo avec leur téléphone personnel, retournaient au bureau, ouvraient les plans, comparaient, se trompait, retournait voir l'armoire, reprenait une photo de la zone spécifique. Donc il y avait beaucoup d'allers-retours. Aujourd'hui, vous avez des flash-codes sur les armoires, ils flashent les codes, et ils ont les plans de câblage qui apparaissent directement sur la tablette ou sur le smartphone. Donc ça, c'était un cas d'usage qui a permis d'avoir des gains et d'aller vers un ROI qui a été démontré, puisqu'on a pu continuer le déploiement des centrales. Ok, très clair. Donc on y va petit à petit, on déploie des premiers cas d'usage. On se rend compte que c'est une solution qui techniquement répond parfaitement aux besoins. Est-ce que ça a été la même chose côté Air France, Christian ?
Oui, Air France, ça remonte un peu, hein, mais je rejoins ce qui a été dit avec Airbus ce matin. Hein. Donc moi j'étais en charge à l'époque des solutions de communication pour le groupe Air France KLM dans le monde. Hein. Donc Air France et KLM, donc Amsterdam, Paris, mais aussi le reste du monde. Et donc toutes les connexions critiques évidemment, notamment le Wi-Fi industriel. Donc quand je dis Wi-Fi industriel, c'est le Wi-Fi outdoor au pied des avions. Hein. Donc ce Wi-Fi au pied des avions permettait de scanner les bagages entre autres, et aussi d'avoir les tablettes, parce qu'il digitalisait quand même pas mal les métiers, hein, et ça continue. Et ça, j'en avais un peu marre de me faire engueuler en fait. En tant que responsable, ça marchait pas, ça marchotait, j'avais pas de solution. En 2012, on a créé Agur, on a vu la 4G arriver, on a dit tiens, on va faire un petit POC 4G, je vais mettre les métiers dedans. Donc j'ai mis les métiers, donc les opérations au sol évidemment. Hein. J'ai dit voilà, on a fait une couverture d'un parking avion. Ils ont fait les tests, ils ont fait un vrai embarquement, débarquement aussi d'avions. Je me souviens, c'était sur Johannesburg, un A380 à l'époque. Et après ça, ils m'ont dit Christian, c'est ça qu'on veut. Donc le ROI, il a été vite fait dans ces cas-là, parce que quand c'est le métier qui dit ils veulent, et effectivement, ça a amené tellement de gains pour... vous imaginez pas Air France, il y a 90 vols au même temps, hein, à 10 heures, le pic de trafic c'est 90 vols, il y a 1000 vols par jour, donc vous imaginez des bagages qui sont en retard sur chaque avion et chaque vol, c'était une calamité. Alors je dis pas qu'ils étaient en retard, hein, mais le métier serait là, ils m'engueuleraient, mais voilà, ça crée des tensions énormes au niveau des agents sols, et tout ça, ne serait-ce que d'avoir quelque chose qui marche tout seul, et scanner un bagage qui marche tout seul, ça paraît bizarre, mais n'empêche qu'en Wi-Fi, ça marche pas, parce que dès qu'il y a un véhicule qui passe, c'est fini. Vous avez une déconnexion, et vous reconnectez l'appli. Mais reconnectez l'appli, vous attendez 2-3 minutes, alors qu'en réseau 4G, 5G, c'est tout de suite, c'est immédiat. Déjà, ça se connecte quasiment jamais, mais quand ça se déconnecte, ça se reconnecte dans les 3 secondes, et ça coupe pas l'application. Et donc ça, c'est là, ça le gros plus. Donc derrière ça, moi, que j'ai fait après le POC, j'ai dit, bon, mes patrons, ils ont dit, ouais, Christian, on veut un ROI, moins d'un an, un an et demi. Donc là, j'ai dit, bon, ok, messieurs les métiers, dites-moi ce qu'on gagne. Ah non, il faut surtout pas dire ce qu'on gagne avec votre truc. Ouh là là, c'est secret. Ben oui, mais on est en interne, il nous faut. Non, on va t'aider, on va réclamer ce réseau, mais on va pas pouvoir t'aider sur les ROI. Donc moi, ce que j'ai attendu pour avoir quand même un peu de ROI, c'est là la grosse discussion qu'il faut avoir au niveau des industriels. Hein. C'est entre les métiers et les IT. Les IT, ils ont des enjeux, c'est un ROI et ROI, souvent. C'était le cas Air France, et par contre, les métiers, ils veulent que ça marche, évidemment. Donc, il y a cette double composante vraiment à trouver, cette bonne combinaison à trouver, et on l'a trouvé à Air France comment ? Parce que j'avais le réseau Tetra, Talkie-Walkie, qui était obsolète, qu'il fallait que je renouvelle, et qui allait me coûter 10 millions. Donc 10 millions renouveler un réseau Tetra, j'ai dit non, on va pas le renouveler, on va mettre un réseau 4G à la place, qui va inclure cette solution de Talkie-Walkie, on va en plus mettre du téléphone, et on va en plus mettre l'équivalent des scans bagages et des tablettes des métiers. Et là, j'avais un ROI au niveau d'un an. Et là, on a fait le déploiement, et là, c'est déployé à Orly, c'est déployé à Roissy, et ils vont commencer à déployer dans les provinces au niveau des escales. Voilà un petit peu les petits exemples de... Merci Christian, très clair. Julien, en tant que financeur avec la Caisse des dépôts, comment vous intervenez, vous, sur les projets 5G privés ? Alors, juste un petit pas en retrait pour redire ce que c'est que la Banque des Territoires. C'est donc une marque de l'établissement public Caisse des dépôts. Nous, Caisse des dépôts, notre rôle, c'est de financer j'ai envie de dire, l'équipement du pays dans une logique de développement économique, l'équipement au sens large. Donc, tout ce qui est infrastructure télécom, évidemment, en fait partie. Alors, je ne sais pas vraiment pouvoir vous parler de ROI à proprement parler, parce que nous, on n'a pas encore vraiment financé de réseau privé 5G. En revanche, on a été mobilisé dès le départ, notamment par l'État, quand il a lancé sa logique de filière de 5G privé industriel. L'État, il aime bien réunir tous ses partenaires autour de la table en disant bon, alors toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi. Et donc nous on a dit ce qu'on sait faire, c'est financer les infrastructures. Donc on a développé une proposition, effectivement une offre pour financer les infrastructures des industriels qui souhaiteraient s'équiper de ce type de réseau. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de candidats ou de candidates, mais on y travaille activement. Et donc en attendant, j'ai envie de dire, on essaye d'accompagner le mouvement. On est membre fondateur de l'Alliance 5G industrielle, par exemple. On met partenaire d'événements comme aujourd'hui pour expliquer finalement tous les avantages et l'intérêt de la 5G privée. Et puis on a, avec un petit peu de financement subventionnel, mais qui est vraiment ultra marginal par rapport à ce qu'on peut mobiliser en termes d'investissement ou de prêt long terme, on a contribué à quelques expérimentations 5G. Je crois qu'on a la ville d'Istres qui intervient
dire tout à l'heure, par exemple, on a participé au financement de la mise en place de ce réseau-là. On a fait aussi, pour rester dans la région, une expérimentation avec Airbus Hélicoptère, vos cousins, sur des applications de type HoloLens, casque HoloLens, pour voir la performance des réseaux 5G privés par rapport à nouveau au Wi-Fi qui posait des problématiques techniques de performance. On a fait ça avec une plateforme d'innovation qui s'appelle Team Henri Fabre, qui est basée à côté de Marignane, à Vitrolles, et qui est dans cette logique-là de mutualiser des équipements techniques pour faire des tests avec les industriels et pour tester des nouvelles solutions innovantes. On a financé d'autres expérimentations ailleurs en France, mais voilà, vraiment notre objectif, on en parlera tout à l'heure, c'est de développer une offre de financement qu'on pourra ensuite démultiplier à plus grande échelle. Voilà. Ok, très bien. Donc il faut aider Julien à trouver des bons projets. C'est ça. Et aidez-moi s'il vous plaît. Et je vous aiderai. Super. On a parlé, effectivement, on voit bien que les projets peuvent générer en tout cas des bénéfices certains. Maintenant, avant de générer les bénéfices, il faut déployer une infrastructure. Donc on va parler un peu coût. Christian, toi qui, après Air France, a quand même pas mal navigué au travers de différents projets, qu'est-ce que tu peux nous dire sur finalement la situation des réseaux privés? Est-ce que coûte à ce stade un réseau privé? En tout cas, donner quelques éléments clés. Merci pour cette ouverture et effectivement cette opportunité. C'est un super sujet. Aujourd'hui, à titre d'information, le Proof of Concept 2017 coûtait à peu près 100 fois plus cher qu'un POC aujourd'hui. Déjà, ça vous donne une idée. Donc 2017, c'était le début des réseaux 4G, c'était l'avènement. D'ailleurs, il n'y avait même pas encore de réseau 4G privé dans le monde. Ça s'est fait en 2019 grâce à la France et l'ARCEP. Il y a eu le premier réseau mobile privé en France avec Airbus et Air France, mais avant, il n'y avait pas trop de réseau mobile privé, c'était de la 4G. Mais aujourd'hui, ça a énormément baissé par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de fréquences. Donc là, côté UINA, on est sur le marché européen. On voit les pays qui commencent à louer des fréquences, qui ne sont pas pour des opérateurs publics, Orange, mais qui sont dédiés à des réseaux privés. Donc on peut demander une fréquence pour une zone, par exemple le port de Toulon, on peut demander une fréquence qui sera que là, qui sera qu'au port de Toulon. Cette même fréquence peut être utilisée à un autre port, et ce sera la même fréquence au port du Havre ou au port de Marseille. C'est ça la différence par rapport aux opérateurs publics qui ont des fréquences nationales, donc une conférence qui couvre tout le pays. Là non, c'est vraiment local, et ça a permis quand même un avènement quand même de ce marché. Au début, on avait trois grands opérateurs, en tout cas fournisseurs de solutions, que sont Nokia et Ericsson. Je pense qu'ils sont dans la salle. Ils vont pas trop aimer m'entendre dire ça, mais voilà. Du coup, de ce marché qui s'ouvre, on a eu beaucoup de nouveaux arrivants qui sont arrivés avec des cœurs, avec de la radio un peu moins, mais beaucoup de cœurs. Donc les cœurs, c'est l'infrastructure qui finalement maîtrise quelque part ces réseaux 5G et en plus compatible 4G, 5G. On a vu de la convergence aussi et tout l'écosystème qui va autour. C'est le but un peu du Tour de France d'aujourd'hui. On montre des solutions de téléphonie avec ces réseaux mobiles privés. On montre des solutions de talkie-walkie, on monte au niveau applicatif finalement ces utilisations qui étaient avant au niveau infrastructure. Donc vous imaginez, avant il fallait un réseau Tetra, une grosse infra, des grandes armoires en fonte, là, Etel là, mais c'était peut-être plus de la fonte avec Etel, mais voilà, c'était des grosses infra. On a de la téléphonie, des PABX, des trucs monstrueux pour avoir du DECT sans fil, et on avait du Wi-Fi, on avait. Je montre cet après-midi dans la session d'acculturation. Et tout ça aujourd'hui, grâce au fait de ces réseaux et à cette démocratisation, on a de plus en plus d'acteurs, des Atonet, des Druid Software, des Obvious, des Firecell qui sont du coin, etc., etc. Donc, on a de plus en plus d'acteurs, et qui dit plus en plus d'acteurs, plus en plus de pays qui adoptent cette fréquence, qui adoptent ces utilisations et ces réseaux. Un exemple, en Europe, il y a 2 ans, il y avait à peu près 3 ports en Europe qui avaient déployé un réseau 4G et 5G privé. Il y avait le port de Rotterdam et il y en avait un à Oulu, je crois, je ne sais plus où, au fin fond là, du Nord, et il y en avait un 3e, je ne sais plus lequel. Aujourd'hui, il y en a plus de 18, quasiment 20 qui ont déployé en 2 ans. Donc on voit que, et c'est tout ça qui fait que ça va amener des baisses de prix. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire que les prix ont énormément baissé. Un petit port n'a rien à envier d'un grand port parce qu'on a des infrastructures dédiées à des petits ports, et c'est la même chose dans les industries, chez les industriels, des entreprises telles qu'Airbus, qu'on a vu des nombres d'usines pas croyables. Et ben non, celui qui est une usine avec 500 agents peut déployer un réseau mobile privé. C'est à la portée, avec la condition évidemment d'avoir des cas d'usage derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, merci Christian. Xavier, en tant qu'intégrateur, est-ce que tu partages la vision
de Christian. Et effectivement, au-delà des équipements qu'évoque Christian, quel est le coût d'un déploiement finalement d'un réseau 5G privé? Alors j'ai peur que Christian ait tout dit, mais alors je vais pouvoir donner des chiffres. Nous, on fait beaucoup de devis, on a beaucoup de rendez-vous clients, on essaie de pousser cette techno. Effectivement, Christian a raison, les prix ont nettement baissé. On avait certains clients qui avaient abandonné l'idée de mettre un réseau mobile privé parce qu'ils ont demandé des prix il y a 3 ans et qu'il n'y avait pas de ROI, c'était pas possible, c'était pas pour eux. Aujourd'hui, dans ce qu'on fait, quand on regarde un entrepôt, par exemple, on va commencer autour de 100 000 euros pour un entrepôt. Sur une usine, on va avoir une usine à 110, 120 000 euros jusqu'à 300 000 euros si on doit couvrir et l'extérieur et l'intérieur avec de multiples cas d'usage. Donc ce sont des budgets qui sont qui sont acceptables pour les clients. Donc évidemment, ça crée un intérêt plus fort. Et on va plus loin. On a côté TDF, on a créé une offre qu'on appelle PMR Lite, packagée. Et donc, elle coûte 55 000 euros. 55 000 euros, elle est installée, mise en service. Et vous couvrez jusqu'à 20 000 m² en intérieur et jusqu'à 1 km en extérieur. Voilà, donc, on veut démocratiser parce qu'on sent qu'il y a une forte demande aussi chez les ETI, les PME. Et c'est vraiment ce marché-là qu'on voudrait nous aussi attaquer. Ouais. Ok, très bien. Julien, en tant que financeur, quel regard vous portez sur ces projets-là et sur l'évolution ? Oui, voilà. Donc nous, ce que j'introduisais tout à l'heure, c'est que notre positionnement, c'est vraiment d'aller financer le capex initial pour que finalement l'investissement dans cette infrastructure télécom, qui bien souvent n'est pas le cœur de métier quand même du client industriel, que justement il n'est pas à flécher des montants d'investissement conséquents pour s'équiper. Donc c'est des montages qu'on appelle de tiers investisseurs, c'est donc un tiers qui porte les investissements. Et l'idée, c'est donc de transformer ces investissements initiaux en investissements lissés dans la durée, avec une offre complètement packagée, où on va travailler avec un industriel partenaire. Alors nous, on est très ouvert évidemment sur les partenaires. On est ravis de travailler avec TDF, mais on est ravis de travailler avec d'autres industriels du secteur également. Et pour lui proposer à cet industriel finalement une offre de service qui finalement presque comme si c'était un opérateur public finalement qui offre, quand on va chez Orange ou SFR ou autre, on achète une carte SIM et le réseau on s'en occupe pas, on achète un service. Donc là l'idée c'est d'avoir cette même approche. Après, comme je disais tout à l'heure, la difficulté c'est de trouver finalement le type de projet qui convient à ce type de montage, parce que effectivement moi je suis ravi de voir qu'il y a des déploiements qui peuvent commencer à quelques cas euros. C'est vrai qu'on va pas non plus monter une société dédiée pour financer une infrastructure de 50 000 euros, ça paraît pas très adapté. Donc on va se concentrer peut-être plutôt sur des projets de plus grande échelle, probablement, avec des industriels qui certes ont plus de moyens, mais enfin en général leurs moyens il est dédié à leur outil de production, une fois de plus. Et donc l'idée c'est de les dégager de ces investissements-là. Et donc voilà ce qu'on peut proposer avec des contrats dans la durée. Et puis à nous aussi, nous on a l'habitude de ce type de montage, donc après à nous aussi de sécuriser les contrats de fourniture, les contrats de maintenance, pour s'assurer que cette société finalement elle rend le service tel qu'elle est, ce pourquoi elle a été conçue au départ. Ok, merci Julien. Encore une fois très clair. Il y a un sujet autour des réseaux mobiles privés, on l'a un peu abordé, c'est la notion des fréquences. Et donc effectivement, j'investis sur des montants qui sont beaucoup plus bas aujourd'hui. Pour autant, j'investis dans le temps. Il y a de l'exploitation. Quid des fréquences, de la disponibilité des fréquences, puisqu'on va avoir des licences pour une période de temps limitée, versus l'obsolescence des réseaux. Comment tout ça s'articule, Christian ? Ouais, ça c'est un vrai sujet également, parce qu'on voit, d'ailleurs je l'ai eu à Air France pour tout te dire, quand je suis arrivé à Air France, j'ai dit on va mettre un réseau 4G, ils m'ont regardé, mais non, on est à la 5G maintenant Christian, qu'est-ce que tu vas nous mettre un réseau obsolète? J'ai dit non, attendez, la 5G c'est pas pour tout de suite, néanmoins elle est compatible, ça c'est ce qu'il faut savoir, depuis la 4G, il n'y a plus de rupture technologique, avant les opérateurs pourront le dire, 1G, 2G, 3G, il fallait mettre les infras à la poubelle et on en mettait une nouvelle, donc vous imaginez les tarifs. Aujourd'hui on est plus dans le domaine software, d'ailleurs les IT connaissent bien maintenant, de la 5G
5G, c'est du software. Donc aujourd'hui, 4G, 5G, c'est compatible. D'ailleurs, il y a des cœurs compatibles 4G, 5G. Et on imagine bien demain, je ne suis pas un fournisseur de cœurs, mais on imagine très bien qu'il y aura une compatibilité demain aussi vers la 6G. Donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui de se dire non, on a la 5G, ça y est, ils commencent à parler de la 6G. Alors déjà, on parle de la 6G, mais au 3GPP, avant qu'elle arrive, ça on va encore prendre pour 5, 6, voire 7 ans. Hein, donc c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est le premier point. Et en plus, cette technologie fait qu'elle est vraiment compatible. Et on peut accompagner quelque part. Donc une fréquence aujourd'hui, c'est 10 ans. Donc on a une fréquence qui vient d'être validée au mois de janvier, je crois. C'est la fameuse bande N77 qui était annoncée que Airbus utilise depuis des années déjà. Donc la bande N77, elle est validée. Vous faites une demande de fréquence. Là, c'est la bande 77, c'est donc la 38440 GHz. Ben, vous l'avez pour 10 ans déjà. Donc vous demandez une fréquence pour 10 ans. Vous mettez une infrastructure, ben, elle va être pour 10 ans. On ne va pas la mettre juste pour 3 ans. En 10 ans, on va la changer dans 3 ans. Donc vous la gardez aussi pour 10 ans, même s'il y a des upgrades de logiciels. Donc on est dans cette tendance à la fois pour les applications pures 5G, mais tous les services que j'ai annoncés tout à l'heure. Parce que quand on a de la téléphonie qui se retrouve maintenant du software quelque part, parce que c'est un niveau applicatif, quand on a du talkie-walkie qui est au niveau software, parce que c'est de l'applicatif, quand vous avez l'IoT qui est un peu pareil, vous avez les applicatifs métiers aussi qui sont du software. Donc on se retrouve finalement à tout upgrader avec le temps, de licences, etc., version logicielle. Et aujourd'hui, on peut être très optimiste sur l'investissement. Il n'est pas pour 2 ans, quoi. Il n'est pas pour 3 ans ou 5 ans. On a vraiment 10 ans, on a le temps et on a le temps de voir venir. On a le temps de suivre l'évolution des métiers aussi. Et c'est ça qui est important également. On peut ajouter c'est du software, on peut ajouter des licences. Demain, je disais, on peut démarrer un petit port, on peut démarrer, je sais pas, on dit tiens, on va mettre ce quai juste en 5G par exemple. Le quai d'accès au niveau de la Corsica par exemple. C'est ce qu'ils nous ont demandé au Havre avec la Brittany Ferries pour taguer les cartes d'embarquement. Bon, on met 2 antennes, on met un petit cœur. Et puis demain, après-demain, 2 mois, 3 mois, 1 an après, ah bah tiens, on va mettre une autre couverture là. Et ça, on peut faire aujourd'hui. C'est ça l'avantage de ces infras. En plus, c'est la souplesse. Je me retourne à nouveau vers Xavier. En tant qu'intégrateur, voilà, comment vous gérez ça? Comment vous rassurez vos clients sur vous inquiétez pas, ce que je vous déploie là, dans 5 ans, ce sera évolutif, dans moins de temps, plus tard? Alors on est sur du temps long, hein, sur les inframobiles. Le client, il le voit côté réseau public. Hein. La 4G, elle est arrivée en 2016, je crois. Enfin, elle a été commercialisée en 2016. Et l'ARCEP demande est-ce que la couverture 4G du territoire s'est terminée en 2029. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des cycles à 3 ans, à 4 ans. Enfin, voilà. Donc il y a une certaine confiance côté client de base sur le temps avec lequel on va pouvoir utiliser cette technologie. Donc il n'y a pas de stress autour de ça en général. Oui. Ce à quoi ils s'attendent, et c'est ce que disait Christian, c'est que quand ils font un choix de démarrer en 4G, parce que ça suffit largement pour de nombreuses applications, ils veulent pouvoir évoluer vers de la 5G. Ils veulent savoir que ce sera possible. Et donc c'est un système de licence pour le cœur, mais c'est aussi un système de licence pour les radios. Hein. Pour les radios, vous pouvez déclencher une licence et hop, elle est compatible 5G la semaine d'après. Donc tout ça est très évolutif et dans le discours, ça passe bien et les clients l'intègrent très facilement. Ouais. Ok, merci Xavier. On va passer sur un autre questionnement. On a, en tant que cabinet de conseil, on aime bien faire de la veille, regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que récemment, on a fait une petite veille pour regarder un peu autour des projets, ce qui pouvait favoriser l'émergence des réseaux RMP. Et la mutualisation, c'est un terme qui est revenu assez souvent. Mutualisation des usages, mutualisation des clients. Et donc, par rapport à ce sujet de mutualisation, Julien, en tant que financeur, quel regard portez-vous sur cet enjeu ? Je disais tout à l'heure, effectivement, nous, on va avoir du mal à mobiliser nos outils de financement sur des, entre guillemets, petits projets. Et c'est là que l'enjeu de la mutualisation peut prendre tout son sens. Et en particulier, quand on est sur des territoires comme ceux-là, des emprises portuaires qui sont très vastes. Donc, du coup, la 5G est tout à fait adaptée, puisque c'est une technologie qui est adaptée pour couvrir des espaces vastes. Et on a une multitude d'intervenants qui... pris un par un, n'ont pas forcément les moyens, effectivement, ou même les compétences, parce qu'il faut penser aux compétences aussi, hein, c'est quand même un sujet important, de développer et de s'équiper de ce type d'infrastructure. Et c'est là que de pouvoir identifier finalement un partenaire qui va être finalement chef de file pour lancer une impulsion et déployer un service mutualisé. On parle du cœur de réseau, par exemple. Le cœur de réseau, c'est vraiment le cas typique de l'équipement qui peut être mutualisé et partagé entre plusieurs utilisateurs et plusieurs acteurs, là où la radio va venir être déployée ponctuellement pour servir les besoins de l'un ou de l'autre. Et donc nous, on est
très en recherche, vous avez compris, et en demande de projets de mutualisation parce qu'on pense que ça peut être tout à fait bénéfique pour à nouveau ces acteurs qui ne seraient pas en capacité de le faire de façon isolée, avec évidemment la difficulté derrière que un projet mutualisé, ça prend plus de temps parce qu'il faut réunir plus d'acteurs autour de la table, il faut que tout le monde y trouve son intérêt, il faut que tout le monde tire dans la même direction parce que l'écueil, c'est qu'évidemment chaque partenaire industriel va dire oui mais moi j'ai telle spécificité donc bon je peux pas prendre la solution qui a été mutualisée pour tout le monde, il faut que moi j'ai ce truc là spécifique qui est pas disponible. Bon voilà, donc on s'attend forcément à ce genre de difficultés, mais bon l'enjeu est quand même important. On parle d'enjeu de compétitivité, on parle de gain de productivité. Je pense que les deux témoignages qu'on a eus tout à l'heure, même si c'était pas forcément sur l'application portuaire, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça montre aussi que souvent on démarre par un cas d'usage qui est le cas d'usage qui va nous faire démarrer le projet, et puis qu'ensuite ça vient et on s'aperçoit qu'avec cette infrastructure-là, on peut faire beaucoup plus de choses et des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé au départ et qui deviennent finalement indispensables. Donc, voilà, donc nous, la mutualisation, on y croit. Super. Christian, par rapport à ton expérience, comment on fait pour identifier peut-être alors plutôt sur la partie cas d'usage, mutualiser les cas d'usage, le premier cas d'usage qui va impulser je reviens à l'exemple d'Air France. C'était vraiment un gros problème de ce Wi-Fi qui marchait pas au pied de l'avion. Et vous imaginez une heure de temps de pause sur la. Là, il y a vraiment, c'est l'opérationnel qui. Moi, je pense que c'est les métiers qui dirigent tout ça. On est beaucoup dans les IT avec le Wi-Fi, et c'est ce qui fait la différence entre le Wi-Fi d'ailleurs côté IT et les métiers avec cette 5G, parce que là, la 5G, on touche au métier direct quelque part. Et ce Wi-Fi, c'est l'IT qui fait son Wi-Fi. J'ai mis une antenne là, ça marche. Non, ça marche pas parce qu'il y a un véhicule qui passe devant, ça coupe la connexion. Ouais, mais il faut aller le voir sur le tarmac. Moi, j'y suis allé sur le tarmac parce que j'en avais marre de me faire engueuler. J'ai vu la vie des agents. Je dis, mais les pauvres gars, mais comment ils arrivent à travailler comme ça depuis 10 ans? Mais j'étais fou, moi. Je dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, c'est ça. Et voilà, pour moi, c'est ça le déclencheur. À un moment, il y a un moment, et on voit de plus en plus dans beaucoup d'industriels, chez beaucoup d'industriels. Je l'ai vu à la SNCF. J'avais fait une visite à la SNCF, le centre industriel. Je vais pas dire lequel, mais j'étais avec le directeur. Il nous fait la visite. Il me dit, regardez le monsieur, l'agent là. Je dis il fait rien, je ne sais pas trop, c'était la SNCF. Je dis mais il fait rien. Oui, non, il attend juste que son PC se reconnecte parce qu'il est passé d'un hall à un autre hall, le Wi-Fi s'est coupé. Et donc le Wi-Fi se coupe, le PC, il fait sa petite truc, sa petite affaire. Il faut se reconnecter, mot de passe, et voilà, vous voyez. Donc mot de passe, quand vous êtes opérationnel au pied d'un avion, et je pense que c'est pareil au pied des navires ou ailleurs, quand il y a vraiment de l'opérationnel, mettre un login mot de passe alors que c'est pas possible. Donc moi c'est ça que je vois, c'est le déclencheur. Après, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le partage de radio, l'optimisation, parce qu'on se retrouve sur des infrastructures comme les aéroports. Les ports, c'est la même chose, où il y a plusieurs acteurs, des industriels, il y a les handlers, comme on les appelle en aérien. Il y a tous ces gens qui travaillent autour sur les quais à des endroits communs. Et ça, on a des solutions techniques aussi. C'est ce qu'on a fait Air France avec Boine. On a fait un RAN sharing, on l'appelle. Donc un partage de radio. Donc on avait notre propre cœur parce qu'on voulait vraiment garder la maîtrise de l'informatique. Donc ça touche les applications au métier. Donc on a dit ce cœur, on veut être maître, on le garde. Par contre, la radio, qui elle est déployée sur l'aéroport, comme sur un port, on peut la partager avec d'autres acteurs. Et du coup, là, on se retrouve à optimiser finalement quelque part aussi ces investissements. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que Le Havre va expliquer cet après-midi à Europa dans l'autre table ronde. Et on a vu ça au Havre. Eux, ils sont en train de regarder en disant, voilà, j'ai 50 acteurs, j'ai n'importe quoi, 50 acteurs sur la plateforme. Vous, le premier, le deuxième, le troisième, est-ce que vous voulez un réseau 5G? Oui. Bon, ok, on déploie. Et là, on se retrouve à avoir des choses intéressantes. Mais il y a de la commercialisation. Enfin voilà, il y a un modèle juridique à apprendre. Là, on est sur un autre domaine. Là, je laisserai la Banque des Territoires. Mais là, on est sur d'autres domaines. Mais il y a des choses qui sont comme ça faisables. Ouais, okay. Tout à fait. Très, très clair. Et Xavier, dans votre rôle d'intégrateur, est-ce que vous avez un rôle pour accompagner justement les clients sur cette réflexion? Quel cas d'usage? Qu'est-ce que je peux mutualiser? Comment j'y vais? Quels sont les leviers que j'ai à ma main pour le faire? Alors oui, parce que ça nous aide à vendre des réseaux mobiles privés. Donc on a tout intérêt à travailler le sujet.
Très vite, hein, les rendez-vous qu'on a fait côté TDF, quand on regarde bien, on va parler 5% de technique et 95% de cas d'usage. Donc on vient en apportant des cas d'usage aux clients. Et pour apporter ces cas d'usage, on a monté tout un écosystème de partenaires spécialisés dans des domaines comme l'industrie, le portuaire, la logistique, qui eux amènent leurs équipements, leurs logiciels, leurs outillages et qui constituent un nombre de cas d'usage conséquent. Donc vraiment, quand on rencontre les clients, l'échange porte sur les cas d'usage majoritairement et les cas d'usage métiers qui les concernent. Ok, très clair. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Christian, en disant, voilà, tu viens de le réévoquer, Xavier, en disant c'est un vrai sujet métier. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un vrai sujet de transformation des métiers à travers, suite au déploiement d'un réseau mobile privé, ou du moins lorsqu'on commence à s'y intéresser. Il y a des sujets d'accompagnement au changement. Comment tu as pu voir les choses sur des projets que tu as pu gérer ? On a vu beaucoup de choses différentes. Déclenchement métier, c'était un peu le cas côté SNCF. Là, c'est assez simple finalement, puisque le métier le veut, et en général quand le métier le veut, c'est quand même ce qui dirige la boîte, entre guillemets. Le métier pour moi c'est le cœur de la boîte, c'est comme c'est Air France. Le cœur d'Air France, c'est pas de faire un réseau mobile privé à Roissy, par contre c'est de faire voler des avions. Donc le métier dit j'ai du mal à faire voler mes avions à cause de ça, et on regarde la cause. Et donc ça aide beaucoup. Mais c'est la grosse problématique qu'on a quand même chez beaucoup d'industriels. Alors déjà il y a plusieurs métiers, donc ça déjà il faut mutualiser. Alors là c'est un peu compliqué, hein. Il y avait quand même beaucoup de transversalité à avoir. Donc c'est normalement le but des IT, mais c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de défiance entre les IT et les OT. Je vais les appeler les OT et les OT maintenant, le côté métier. Il y a beaucoup de défiance. Moi, j'ai un exemple typique Air France, Cargo. On déploie le réseau privé. J'étais de permanence IT. Alors, permanence IT à Air France, on est en charge pendant une semaine de tout. Donc, on est appelé dès qu'il y a un truc. Le cargo qui m'appelle, le cargo est planté. Vendredi à 18h, le cargo est planté. Donc, le cargo est planté, ça veut dire toutes les palettes et tous les containers restent bloqués au sol. Et ça marche plus. Donc, on peut plus envoyer un seul avion en vol avec vous imaginez le boulot. Donc c'était le Wi-Fi. Le Wi-Fi ils avaient upgradé le Wi-Fi côté antennaire, mais pas côté AGV. Pour ça, je parlais d'AGV avec Airbus, ça se passait en 4G. Je dis, mais c'est pas possible ça. Donc on a mis une nuit, enfin bon, faut pas se détail, mais une semaine après ou 2 semaines, je suis allé voir les métiers. Je suis allé voir le cargo. J'ai dit, bon, je viens de l'IT, voilà, j'étais de permanence, j'ai vu votre problème, mais vous savez, je pourrais mettre 3 antennes 4G là, au lieu de vos 15 antennes Wi-Fi là, et qu'il y a eu un problème, je mets 4 antennes Wi-Fi, c'est gérant central et ça marchera du feu de Dieu. Mais monsieur, vous êtes IT, vous. Nous, on a un contrat avec notre fournisseur d'AGV. Notre fournisseur d'AGV nous dit de mettre du Wi-Fi. On met du Wi-Fi parce que le contrat, on l'a avec le fournisseur d'AGV, on ne l'a pas avec vous. Donc voilà, on a ces problématiques transverses multimétiers qui pour moi sont un peu des freins aujourd'hui à beaucoup de déploiements, parce qu'on pourrait, comme on le montre dans le Tour de France, on montre on montre pour du container au niveau fret, on montre pour un tas de ports, pour un tas d'industriels, un certain nombre de cas d'usage qui favorisent l'empreinte environnementale, qui favorisent la sécurité. Mais si vous en avez un seul qui dit, moi j'aimerais bien améliorer ma sécurité, je veux une vidéo, enfin des caméras vidéo comme on présente là. Oui, d'accord, mais le ROI, il est mort. Je reviens sur le ROI. Et c'est tout ça qui est important dans les projets. Et donc, il faut que ce soit un projet, pour moi, à mon sens, dans ces métiers difficiles, quand il n'y a qu'une industrie et qu'il n'y a qu'une ligne de produits, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans cette complexité, c'est vraiment un projet de digitalisation majeure de l'entreprise. Il faut vraiment monter depuis l'entreprise et dire, bon voilà, on va digitaliser tous les métiers, mais on ne va pas les digitaliser juste au niveau des applications ou des tablettes, mais on va aller jusqu'aux télécoms. Bon sang de bonsoir. N'oubliez pas les télécoms dans la digitalisation. J'ai vu des projets de digitalisation, je ne vais pas donner les industries, mais les industriels se sont plantés. Ils ont mis de l'intelligence artificielle temps réel, alors que le temps réel, il n'arrive pas de l'autre côté, parce qu'ils sont sur du Wi-Fi, c'est quand même malheureux. C'est ça le sujet. Bon, je suis un peu pro réseau mobile. Non, on ne l'a pas remarqué. Xavier, alors Julien évoquait un terme autour des compétences. Là, on voit qu'il y a un sujet effectivement d'interface, de s'assurer que les métiers peuvent effectivement basculer sur un réseau mobile privé. Comment vous accompagnez un peu cette réflexion autour de finalement qu'est-ce que ça va changer sur votre quotidien, sur la façon de faire les choses ? Il y a deux angles. Hein. Il y a un premier angle où on va plutôt accompagner les gens qui vont exploiter le réseau mobile privé, donc souvent la DSI ou l'OT. On va les former pour qu'ils puissent déclarer des cartes SIM, en assurer la gestion, superviser le réseau. Enfin, voilà. Donc il y a cet accompagnement plutôt technique
pour un usage quotidien. Et puis pour la partie cas d'usage classique, digitalisation, connexion de caméra, capteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un premier niveau d'accompagnement qui consiste à tester tous ces équipements avec le réseau. Donc on a un pôle ingénierie côté TDF et on vient tester tous ces capteurs, ces caméras, ces outils dans l'écosystème du client, avec le cœur du client, les radios du client. On s'assure que tout fonctionne bien, on peut le déployer pour le client et on peut le superviser depuis le NOC de TDF. Donc on les accompagne dans la mise en place et dans l'exploitation s'ils le souhaitent. Ensuite, toute la partie conduite du changement, on a des partenaires, puisque ça touche le métier en général, c'est ce que tu disais, et on n'est pas forcément les mieux placés pour le faire. Mais logiquement, les gros changements, ils ne viennent pas finalement des terminaux que l'utilisateur va avoir dans les mains, ils viennent des applications qui seront installées. Et là, on a des partenaires pour accompagner le client. Ouais. Ok, très clair. On va passer un peu à la partie financement, Julien. Comme par hasard, on parle d'argent, je pense que c'est un peu le sujet. Déjà, j'ai 2 questions pour toi, Julien. La première question, c'est en tant que financeur, sur quel période de temps vous regardez ce type de projet? Est-ce qu'on est sur le temps court, sur le temps moyen, long? C'est la première question. Et la deuxième, alors vous en avez parlé tout à l'heure, mais peut-être le redire encore une fois, sur rappeler la manière dont la Caisse des dépôts et la Banque des territoires interviennent concrètement. Oui, sur le temps des projets, tout à l'heure on a parlé des sujets obsolescence par exemple. C'est vrai qu'il faut distinguer différentes couches de la solution, depuis les couches vraiment très physiques, l'infrastructure physique, les fourreaux pour faire passer les câbles, parce que on fait souvent du sans fil avec du fil quand même quelque part, donc on ne va pas complètement exclure ce type de raccordement. Les antennes, quand c'est en indoor, on peut les fixer sur des supports assez simples à installer, mais quand c'est sur de l'outdoor et qu'il faut construire des pylônes, ça c'est de l'infrastructure physique qu'il faut déployer. Et ça, très clairement, on est sur des périodes d'investissement qui sont forcément très longues, qui se chiffrent en dizaines d'années. Premier point. Deuxième point, ensuite, on a la partie matérielle. La partie matérielle, oui, elle est évolutive, mais l'évolutivité a quand même un certain nombre de limites. Donc, nous, on a l'habitude d'investir dans des projets télécom au sens large du terme. Donc, on sait qu'il y a des renouvellements d'équipements actifs à prévoir. Et puis après, il y a la couche effectivement logicielle qui, elle, évolue de façon beaucoup plus rapide. Toujours est-il que donc nous, on cale la durée des projets sur ces différentes tranches d'investissement finalement qui ont elles-mêmes des maturités différentes en termes d'utilisation. Et puis nous, quand on est dans un montage de porter l'investissement initial et de le lisser dans le temps, il faut trouver un équilibre entre, tout bêtement, le loyer qui va être payé versus la durée de location. Enfin, c'est assez basique, finalement, pour que chacun puisse y trouver un équilibre, notamment financier, en prenant en compte le fait que c'est un réseau qui vit, un réseau qui doit grandir, un réseau qui doit s'adapter, qui doit être renouvelé. Donc voilà, il faut prendre aussi tous ces aspects-là en compte. Et cette approche de tiers investisseurs, ça fait aussi que nous, on participe aussi aux côtés finalement de l'utilisateur final, à voir avec lui comment sécuriser finalement ce montage-là dans le temps et s'assurer qu'il va être pérenne sur la durée de l'investissement, parce que nous, on investit dans la société aussi et dans le projet, et donc on a aussi, nous, notre intérêt à ce que tout ça soit bien sécurisé avec nos partenaires industriels qui vont être aussi ceux qui vont faire, parce que nous on finance, mais on ne fait pas grand-chose d'autre. Voilà, donc on a besoin aussi de s'appuyer sur un écosystème de partenaires qui savent faire. Merci Julien. Xavier, est-ce que vous aidez au financement, au-delà de toutes les compétences techniques et autres partenaires que vous apportez, est-ce que vous aidez au financement de ce type de projet? Oui, alors on a plusieurs solutions pour aider au financement. On a une en particulier, c'est qu'on va essayer d'opexiser au maximum pour les clients qui ne veulent pas investir initialement. On l'a dit tout à l'heure avec Christian, on est sur du temps long. On peut opexiser jusqu'à 7 ans. C'est ce qu'on fait pour des infrastructures minières en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce sont des gros projets et on a opexisé le service sur 7 ans parce qu'on sait que ces infrastructures 4G ou 5G, elles sont pérennes, elles vont durer dans le temps et on peut vraiment le faire sous cette forme-là. Ensuite, on a une autre possibilité. Alors TDF, nous, on a participé au déploiement de la fibre et on a créé, quand on l'a fait, des sociétés de projets avec la Banque des territoires. Et donc, c'est aussi une solution qu'on peut mettre en œuvre sur des projets, cette fois-ci, beaucoup plus conséquents. C'est un accompagnement qu'on sait mettre en œuvre également. Ouais.
Ok, merci. Christian, un avis en tant qu'expert Là, non, j'en ai. Mais par contre, t'en as un, toi, en tant que cabinet, peut-être bien. On avait parlé, alors, effectivement, il y a un sujet, vous pouvez poser la question aussi, il y a la question des subventions. Ça, c'est un peu le sujet, un peu. C'est bien la subvention. Alors, bon, il n'y en a pas forcément encore de complètement ouvert. Il y a beaucoup de projets qui sont RMP, quand on a fait notre veille, qui sont quand même construits en mode proof of concept, expérimentation sur la base de subventions. Hein. L'Europe a octroyé quand même pas mal de subventions. À ce stade, la dernière veille qu'on a fait, il n'y a pas forcément grand-chose. En tout cas, on va attendre que l'Europe réouvre des portes à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'horizon de temps. Il y a les subventions peut-être à l'échelle régionale à travers des fonds comme le FEDER. Faut être un peu imaginatif. Des fois, il faut un peu contourner l'appel à subvention pour répondre à des besoins autour de l'IA ou autour d'autres choses qui sont plutôt en vogue en ce moment pour introduire aussi des notions de réseau mobile privé. Mais la partie subvention peut servir en tout cas à enclencher un projet. Et donc, je vous invite à regarder ou à vous faire accompagner, bien sûr, pour regarder ces sujets-là. Oui, pardon, je pense à un élément que j'ai oublié en préparant. C'est le dispositif territoire d'industrie, qui est un dispositif national dans la Banque des territoires et partenaires, qui a été lancé par l'État et qui a labellisé un certain nombre de territoires au niveau national. Donc, je crois qu'il y a 150 zones géographiques qui ont été labellisées territoires d'industrie. Et donc l'idée, c'est de réunir les pouvoirs publics, les collectivités locales à destination des porteurs de projets industriels pour faciliter et accélérer soit leur implantation, soit leur développement. Et donc ça peut être une bonne porte d'entrée sur ces sujets-là. En tout cas, clairement, les sujets de 5G privé qui sont vus comme des logiques de gains de productivité au bénéfice des industriels, c'est quelque chose qui est très recherché à nouveau, ou appuyé. Alors, il y a deux types de subventions, j'ai envie de dire. Il y a des subventions vraiment d'équipement pour faire les investissements lourds. Donc là, effectivement, il faut identifier des guichets. Et je ne pense pas que Territoire d'industrie soit en capacité de vraiment contribuer significativement. Peut-être au cas par cas sur des sujets très particuliers. Ça coûte pas grand-chose de demander, si ce n'est de trouver le bon interlocuteur. Mais bon, il y a des infos notamment sur Internet pour avoir des points de contact par territoire. Mais je pense aussi à tout ce qui est travail amont et tout ce qui est études amont, d'ingénierie, ce qu'on appelle études d'ingénierie, qui sont aussi souvent nécessaires pour formaliser le projet, en fait. Et notamment quand on a des projets mutualisés, c'est encore plus vrai. Mais en fait, souvent, quand on a une idée de se dire, oui, tiens, je voudrais bien faire ça, alors, ça coûte combien, à qui je vais demander, combien de temps ça prend, quel est le ROI, et en fait, tout ça, ça nécessite un travail en ingénierie amont pour effectivement penser tout cela et se mettre en marche. Et là, pour le coup, côté territoire de l'industrie, on doit pouvoir au moins trouver quelques financements publics, au moins pour financer cette partie-là, qui est peut-être une façon de se mettre en mouvement. Ok. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a fini. Une question, parce que j'ai entendu Xavier parler d'un exemple qui comparait le creuser des fourreaux de fibres et déployer la 5G. Parce que nous, on a des sites nouveaux là qu'on vient de racheter à Belfast, Kingston aux US, etc. Spirit et Sparrow, parce que c'est plus confidentiel aujourd'hui. On nous demande de refaire le réseau Airbus sur place, quoi, et on se dit, on va ramener tout de suite la 5G au lieu de tout refaire, quoi. Et comment c'est quoi le delta, quoi, en termes de coût, quoi. Le delta de coût. Sur l'exemple qu'on a eu, qui est un aéroport, c'était du simple au triple. Voilà. Le client comptait à la fois les travaux de génie civil qu'il devait mettre en œuvre, donc creuser, tirer la fibre, mais il comptait aussi tout le surcoût que ça générait de le faire de nuit, parce qu'il fallait le faire de nuit, dans des horaires où l'aéroport n'était pas trop utilisé, donc ça vous avez peut-être pas cette contrainte. Et enfin, il avait comparé quelques interruptions de service de l'aéroport, donc les pertes d'exploitation potentielles, au déploiement simplifié de la 4G. Ouais. Donc il était allé assez loin dans son comparatif. Ça vous rassure ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, merci encore une fois à vous tous pour cette table ronde. Moi, je me posais la question quand même sur la 5G privée. Qu'est-ce qui pousse... j'ai compris que en tant qu'investisseur, vous pouvez proposer d'investir pour un réseau, pour plusieurs entreprises. Finalement... Qu'est-ce que ça a de privé, le réseau 5G privé, et qu'est-ce que ça résout comme problème pour des PME qui se mettraient entre elles d'avoir recours à ce réseau 5G privé? Est-ce que la cybersécurité, du coup, elle n'en prend pas un coup parce que demain, il peut rentrer un nouvel acteur? Je suppose que si vous investissez, vous ne fermez pas la porte à de nouveaux entrants. Comment ça se passe, cet aspect-là? Et puis, est-ce que la seule motivation, c'est vraiment de pallier l'absence du réseau public, ou en déployant un réseau privé, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations que de pallier cette absence de réseau public? Enfin, ça fait plein de questions en une, mais... Bon, alors j'ai cru un temps que la question était pour moi, mais en vrai, elle est en fait assez technique, mais je vais quand même donner une première réponse, et puis je laisserai mes collègues compléter. En fait, ça n'a rien à voir entre un réseau mobile privé et public. Ça n'a rien à voir parce que quand on est sur un réseau mobile privé, c'est vraiment celui qui est l'autorité compétente pour déployer, opérer le réseau, qui contrôle 100% du réseau. Notamment, on a parlé tout à l'heure de l'exemple de la déclaration des cartes SIM, par exemple. Et donc là, c'est celui qui sera en charge de gérer le réseau, qui pourra déclarer que telle carte SIM, elle peut se connecter sur le réseau, et que donc, par exclusion, tout autre qui n'est pas déclaré ne pourra pas le faire. Donc après, je ne suis pas un spécialiste des réseaux 5G, mais j'ai compris que l'architecture by design de la 5G, c'était justement la capacité de pouvoir séparer les flux entre types d'applications et probablement de clients, et donc gérer les accès avec les cartes SIM. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans une logique de mutualisation que du coup on va passer sur l'échelle de mutualisation ultime, qui est effectivement le réseau public. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour un projet mutualisé auprès de plusieurs acteurs qui sont en confiance les uns avec les autres, qui vont avoir leurs propres règles de gouvernance pour décider de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas sur ce réseau, et dans quelles conditions, et évidemment pour le sécuriser. Voilà. Après, comme vous l'avez compris, je suis un petit peu en peine de vous dire qu'on l'a fait 5 ou 6 fois et que donc j'ai 5 ou 6 retours d'expérience à vous proposer, puisque pour l'instant ça n'a pas encore été fait, et donc ça va intéresser tous les early adopters qui aiment bien faire des projets d'innovation. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est un modèle qui effectivement doit être confronté aux réalités opérationnelles et aux enjeux qu'on va rencontrer quand on va le déployer. Mais je pense quand même que la 5G privée est certainement une technologie qui est assez adapté pour faire ce type de projet. Avec un réseau Wi-Fi, par exemple, ça me paraîtrait beaucoup plus aléatoire de se lancer dans ce type de projet. Peut-être Xavier ou Christian? Juste, alors sur 2 points, mutualisation, privatisation, effectivement. Donc Air France a partagé le réseau radio avec One. Vous imaginez bien qu'Air France ne voulait pas que One attaque l'informatique d'Air France au niveau des avions. Donc pour vous dire tout ça, pour vous répondre que oui, aujourd'hui on peut partager de la radio, on peut la sécuriser, on peut la bétonner, fonction des contraintes évidemment de chaque entreprise. Il y en a qui voudront quand même mettre leur cœur en cloud, pourquoi pas, et ils le font. Mais voilà, aujourd'hui je rejoins ce qui est dit, carte SIM, fréquence privée, même si vous êtes 4, 5, 6, comme un port par exemple, 10, 20 acteurs, vous pouvez très bien garder une certaine segmentation, cette infrastructure le permet. Je reviens sur votre deuxième sujet qui est couverture privée versus publique. Non, on ne met pas un réseau privé pour compenser un problème de réseau public. On met un réseau privé parce qu'il y a un besoin de Wi-Fi qui ne marche pas, parce qu'il y a peut-être une couverture qui ne marche pas très bien à un endroit, parce qu'il y a ce sujet-là, parce qu'il y a cette autre solution, parce qu'il y a cette problématique. En fait, c'est toute une composante. C'est vrai que si on prend ce raccourci de dire « Ah ben oui, on met un réseau 5G privé parce que le réseau Orange Big SFR, c'est une catastrophe », non, c'est pas que ça, parce que ça, on pourrait très bien demander à l'opérateur de venir compenser cette couverture. Par exemple, je vais vous donner un exemple typique. Alors, désolé, j'ai beaucoup d'expérience avec Air France, mais à Roissy, il y a une zone qui est blanche. La zone les aires de parking K sont une zone blanche. Ni Bouygues, ni Orange, ni SFR ne couvrent cette zone. Pourquoi ils ne couvrent pas cette zone? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre d'antenne sur l'aéroport.
c'est privé. Donc ils ont des antennes qui sont à l'autre bout de l'aéroport, je ne sais pas où, et avec tout cet environnement, tout ce bazar là, et ben c'est blanc. Et ben ça reste blanc, et ça restera blanc encore des années parce qu'il faut payer des millions pour venir combler cette couverture donc ça c'est là on comble, là on dit oui, mais c'est encore une fois c'est une composante de plusieurs items qui font que c'est pareil. J'ai entendu une fois, ah bah ouais, vous mettez un réseau 5G, mais moi j'ai mis de la fibre, j'ai pas besoin d'un 5G. Bah oui, parce qu'un jour il y a quelqu'un qui a vu ce cas d'usage de dire ah bah oui, on met une antenne 5G pour combler un bout de ligne au niveau de câblage par exemple. Non, ça c'est une solution effectivement, mais c'est pas que cette solution. C'est ça qui est le vrai sujet sur la 5G. C'est bon. Bon ben voilà. Je sais pas si on a répondu à votre question. Une dernière question avant de partir déjeuner. Comme je viens de dire, avant de partir déjeuner, il n'y aura pas d'autres questions, c'est ça? Merci. Merci à tous. Et donc pour ceux qui le souhaitent, à 14h, il y a une petite séance d'acculturation des réseaux 5G justement, où on parle un peu de tout ça justement.